tous. Merci de nous avoir invités pour présenter les résultats de cet état des lieux. Nous avons fait une enquête centrée sur les ESAT, donc un public un petit peu restreint dans le cadre du secteur du handicap, et nous nous sommes centrés sur les professionnels. Donc on est parti de l'idée qu'il fallait déjà commencer à travailler avec les professionnels avant de travailler avec les usagers, et donc de mieux connaître leurs besoins pour ensuite pouvoir mener un projet directement auprès des personnes en situation de handicap. Donc, je vais vous présenter un petit peu le projet et puis ensuite les résultats de l'étude. C'est un projet qui est porté par l'association Addiction France. Avant ça, il y a des petites animations. Donc l'association qui était présente sur les 13 départements de la région, qui portait à la fois des équipes de prévention et de soins à faciliter la mobilisation de ces ESAT en pouvant déjà par la connaissance de ces ESAT et puis aussi en pouvant les contacter directement sur chaque département. Nous avons fait aussi appel du coup au CREA-IORS en tant que partenaire, puisqu'historiquement nous avions déjà porté un projet ensemble entre 2013 et 2017 en ex-Languedoc-Roussillon et qui s'était clôturé par la journée dont a parlé Guillaume en 2017. Donc là on allait dans la continuité de ce projet en visant à renforcer les connaissances des professionnels des ESAT et des professionnels de la dictologie. Le projet a été financé par l'ARS dans le cadre de l'appel à projet Fonds de lutte contre les addictions, donc qui a permis du coup de mettre en place ce projet sur les 3 années. Et enfin nous avons fait appel à l'association ARESAT, qui fait partie des ESAT de la région Occitanie, pour appuyer les grandes orientations du projet et puis s'assurer que nous étions dans la bonne orientation finalement et la cohérence des actions qui étaient déployées. Donc le projet est constitué de 3 grandes étapes. La première qui était la réalisation de l'état des lieux, donc la partie sur laquelle on va vous présenter les résultats. Une deuxième étape qui est en cours actuellement, qui est la mise en place d'un groupe de travail qui permet donc de créer des outils et des méthodes d'intervention qui seront co-construites par des professionnels des ESAT et des professionnels de la dictologie. Et ensuite une troisième grande étape qui est en vert, qui est les interventions directement auprès des professionnels adaptées via les deux premières parties. Et donc nous vous présentons aujourd'hui les résultats de la première partie, l'état des lieux qui a été réalisé auprès des professionnels. Alors, concernant cet état des lieux, je vous présente déjà un petit peu la méthodologie qui a été employée. Comme je vous l'ai dit, on s'est centré sur les professionnels, c'est eux qui ont été enquêtés, non pas les usagers. Donc tout ce que vous voyez ensuite dans les résultats, c'est le point de vue des professionnels. Donc le diagnostic a été réalisé en 2 étapes sur l'année 2021. La première étape constituant une enquête quantitative qui a été faite passer sous forme de questionnaire et qui visait à mieux repérer les conduites addictives qui mettaient les professionnels en difficulté et pourquoi en fait ces conduites addictives les mettaient en difficulté. Donc on a diffusé ce questionnaire auprès des 141 ESAT de la région Occitanie. C'était un panel assez important de structures qui étaient ciblées, avec une passation en 2 étapes. D'abord un relais via l'ARS par mail, et ensuite un relais par le CREA-IORS et par nous-mêmes, sous forme de relance, finalement, pour renforcer la participation des ESAT à ce questionnaire. On sait que les structures médico-sociales sont très sollicitées sur le remplissage de questionnaires, donc on a essayé de les relancer pour avoir davantage de réponses. La deuxième partie de l'enquête s'est réalisée sous forme d'entretien qualitatif. Donc on a déjà un petit peu analysé les résultats de l'enquête quantitative. Pardon. On a donc analysé les résultats de l'enquête quantitative et on a donc repéré en fait des critères sur lesquels on souhaitait avoir plus d'informations, notamment concernant les leviers et puis les freins qui pouvaient être rencontrés en ESAT. Et on a sélectionné une dizaine d'ESAT sur lesquels on a réalisé des entretiens sur une demi-journée où on rencontrait les professionnels et on leur demandait un peu plus de nous expliquer le fonctionnement et comment ils percevaient les addictions dans leur structure. On leur demandait également de nous relater des expériences qu'ils souhaitaient partager avec d'autres ESAT pour connaître un peu plus comment ça fonctionnait. Et ces entretiens ont été réalisés au cours de l'été, dans une période où on avait un peu plus
plus aussi de temps chacun à consacrer à ce type d'enquête. Donc pour commencer, vous voyez ici la répartition des ESAT sur la région Occitanie. Donc il y en a 141 qui sont répartis de façon assez inégale sur la région. C'est les chiffres qui sont en bleu, qui sont le nombre d'ESAT présents par département. Donc ça vous permet de voir déjà un peu cette répartition, c'est assez intéressant je trouve. Et donc parmi ces ESAT, 35% ont répondu au questionnaire avec des réponses qui étaient différentes en fonction des départements. C'est les chiffres qui sont en vert qui vous donnent le pourcentage de répondants par département. Et puis donc ensuite, les entretiens qualitatifs, on les a réalisés sur 5 départements qu'on a ciblés, donc qui sont les petites étoiles. On voulait en fait avoir des ESAT assez diversifiés en termes de répartition géographique, donc différents départements, mais aussi différents lieux entre le rural, le périurbain et l'urbain. Et également des ESAT qui étaient accolés ou non à un foyer pour connaître en fait un peu plus ces liens et ces interactions entre les deux structures si elles étaient accolées ou non. Donc dans les premiers résultats, on présente les caractéristiques des ESAT qui ont été enquêtés tant sur le quantitatif que sur le qualitatif. Donc des ESAT qui étaient variés en taille, avec des ESAT qui étaient assez petits, de 40 personnes, à des ESAT très grandes, de 140 travailleurs dans les ESAT. Au niveau de la répartition des âges, on était sur une répartition classique de 18 à 60 ans. Avec donc une diversité d'emplois qui était présente dans ces ESAT et une majorité qui était représentée sur les espaces verts et tout ce qui était conditionnement. Et chaque ESAT avait une diversité d'emplois représentés pour diversifier aussi ses sources de revenus. Au niveau des déficiences à accompagner, donc Guillaume en a parlé aussi rapidement. On retrouvait principalement les déficiences intellectuelles et le handicap psychique, donc qui traduisait bien effectivement cette évolution des accompagnements sur les dernières années en ESAT. Et enfin, les répondants aux enquêtes étaient l'ensemble des professionnels de ces ESAT, donc tant les directions des ESAT que les professionnels de santé, psychologues ou infirmiers principalement, pas trop de médecins, et les personnels éducatifs, les moniteurs d'ateliers principalement. Alors, si on passe aux résultats, donc on vous a classé les résultats des enquêtes en 5 grandes parties. Donc chaque partie, en fait, on a regroupé les entretiens qualitatifs et quantitatifs, l'un éclairant l'autre et inversement. Alors, voilà, pour que ça ne soit pas trop répétitif aussi, puis que vous puissiez voir comment on a articulé les deux. Et à chaque fois, on vous a mis dans des petites bulles des verbatims, des extraits des entretiens qualitatifs pour que vous puissiez voir un petit peu quels étaient les retours et des exemples en fait, d'interventions qui nous avaient été proposés. Donc on commence par les publics accompagnés et les consommations qui étaient repérées par les professionnels. On a demandé aux professionnels de nous indiquer quels étaient les produits qui les mettaient en difficulté. Donc là, la slide présente, ce n'est pas les consommations des publics qui sont effectives dans l'établissement, mais c'est bien les produits qui mettent en difficulté les professionnels, donc ce qui est un peu différent. Au niveau des consommations, vous retrouvez dans les données de santé publique les dernières diapositives qu'a présentées Guillaume qui vous donnent un petit peu un état des lieux. Ici, on leur a demandé qu'est-ce qui les mettait en difficulté, donc on voit 5 grands produits ou comportements qui en ressortent. Donc 3 produits psychoactifs qui sont cités comme les mettant en difficulté, l'alcool, le tabac et le cannabis. Donc les produits finalement les plus courants qui ressortent, probablement parce que les personnes savent plus facilement repérer ces consommations et aussi que probablement c'est les consommations les plus existantes. Concernant les jeux vidéo et les écrans, donc tout ce qui est plutôt comportemental, donc on voyait que c'était vraiment non négligeable avec dans les entretiens qualitatifs ce qui ressortait les jeux vidéo qui avaient fortement augmenté avec la période des confinements et du coup qui ressortait davantage au même niveau que le tabac, ce qui était quand même assez impressionnant. Et pour les écrans, une forte augmentation, y compris sur le lieu de travail, donc ce qui pouvait aussi ensuite engendrer
certains problèmes au sein des équipes ou au sein des ZAT. Pour les autres produits, ça ressortait moins, soit parce qu'ils étaient moins consommés, soit parce que les personnes n'étaient pas équipées pour les remarquer. Quand on leur a demandé de nous dire pourquoi ça les mettait en difficulté, qu'est-ce qui les questionnait en fait, pourquoi ils nous faisaient ressortir ces produits ou ces comportements en particulier, ils nous ont ressorti plusieurs thématiques qu'on a classées en 3 grandes catégories. Les répercussions à titre individuel pour le travailleur en situation de handicap, qui étaient des répercussions principalement sur la santé et la motivation au travail. Voilà, avec toute une liste en fait d'impacts plutôt à l'échelle individuelle. Des répercussions sur l'équipe de l'ESAT, notamment sur la productivité au travail et sur les risques d'accidents au travail, puisque les personnes pouvaient manipuler des objets dangereux, donc qui pouvaient entraîner ce risque d'accident. Et enfin, de façon un petit peu moins accentuée, on a eu quelques structures qui nous faisaient ressortir les répercussions sur leur structure, leur ESAT, avec une dégradation de l'image, en particulier quand les travailleurs se rendaient à l'extérieur de l'ESAT. Et donc, s'ils étaient dans le cadre d'une consommation à ce moment-là, ça pouvait dégrader leur image. Je ne vous avais pas le titre, désolé. Donc, sur la deuxième partie, concernant les actions de prévention et d'accès aux soins, on leur a également demandé de nous dire qu'est-ce qui se faisait à l'heure actuelle et pourquoi ça se faisait comme ça ou autrement, quoi. Donc, on voyait que 70% des travailleurs handicapés bénéficiaient d'actions de prévention. Donc, les ESAT organisent bien des actions de prévention pour leur public sur tout un tas de thématiques de santé, alimentation, vie affective et sexuelle, activité physique, addiction, et organisées par différents partenaires spécialistes des différents domaines. Parmi ceux-là, 40% mettaient en place des actions de prévention, actions qui étaient retracées le plus souvent comme non anticipées et mises en place dans le cadre d'une crise ou sur une demande très particulière d'un usager, d'un travailleur qui avait une consommation et qui souhaitait travailler là-dessus. Donc on n'était pas dans une véritable démarche de prévention au sens où on entend, en tout cas en promotion de la santé et en addictologie. Et donc, ça se traduisait dans la mise en œuvre des actions qui étaient proposées, l'accompagnement individuel du travailleur vers un centre de soins ou la mise en place d'actions de prévention sur une seule séance, donc qui ne permettait pas de travailler dans la durée et d'inscrire en fait le projet dans un changement global et appuyer sur le long terme. On voyait quand même dans les entretiens qualitatifs plusieurs ESAT qui nous faisaient ressortir leur satisfaction à mettre en place des projets sur la durée. Donc là, par exemple, dans les verbatims, on avait une personne qui nous parlait d'un projet qui s'appelle Tabaret, d'aide à l'arrêt du tabac en plusieurs séances motivationnelles, où en fait, une fois que les ESAT étaient lancés, ils redemandaient en fait ce type de programme, tant les professionnels que les usagers qui allaient aussi pousser leur pairs à s'inscrire à ce type de programme dans le temps. Donc ce qui était quand même plutôt positif et qui pouvait être des actions remarquables qu'on pouvait ensuite transférer sur d'autres structures. Du coup, je vais vous présenter les autres parties. Alors, je vais micro. Donc dans un second temps, au niveau de ces enquêtes-là, on a été un petit peu questionné au niveau des professionnels des ESAT, au niveau des personnes qui étaient référencées au niveau des structures, et puis un petit peu creuser donc, leur connaissance ou leur représentation en addictologie. Au niveau des ressources internes médicales et paramédicales, donc là c'est vraiment le retour des enquêtes quantitatives, on a pu voir que la profession donc, qui était le plus représentée, c'était donc les psychologues. Ensuite, on avait donc les médecins psychiatres et les infirmiers, sachant que ce retour-là au niveau des effectifs, on peut attester que c'est des effectifs déjà qui sont faibles et un temps de travail aussi qui est limité dans le temps. On a été aussi les questionner, savoir s'ils avaient au sein de leur structure des référents santé. Donc ils ont tous des référents santé. Au niveau des professions, on est beaucoup plus parfois sur les directions des moniteurs d'atelier ou parfois des infirmiers. Ce retour-là qu'on a eu au niveau de ces référents santé, c'est que ça n'a jamais été formalisé. Ça veut dire que c'est vraiment en interne, en fonction des formations qu'ils ont pu avoir par le passé ou leurs pratiques professionnelles,
qu'ils ont donc directement identifié ces personnes-là. L'idée aussi d'avoir questionné ces ressources médicales et paramédicales, c'était de savoir si au quotidien, ces professionnels pouvaient donc par le temps être référents santé. Et on voit bien que vu que les ressources au niveau du temps de travail est limitée, ça ne peut pas être des ressources quotidiennes. L'idée, c'est aussi d'aller voir derrière comment on peut aussi les accompagner dans ce sens-là, puisque en formalisant les choses, ça permet d'accompagner au mieux les travailleurs. Ensuite, on a été rechercher un peu les formations qu'ils ont pu avoir par le passé. Donc au niveau des entretiens quanti, on a pu voir que les formations au cours des 5 dernières années, on a un tiers qui ont pu être formés dans le domaine de la dictologie. Les formations qu'ils ont pu recevoir, c'est en général des XAPA ou des structures de promotion de la santé. Au niveau des thématiques, on était vraiment sur des thématiques soit très larges de promotion de la santé. On a parlé un petit peu là des enjeux au niveau de l'éducation sexuelle. Donc on a beaucoup ces thématiques-là qui ont été sollicitées en formation. À savoir que quand on voit après au niveau des addictions, c'était surtout par thématique. Donc, par exemple, santé mentale et addiction, ou par produit. Donc cannabis, tabac, on a eu aussi des actions au niveau des écrans. Mais quand on les questionne un peu sur ces formations, on voit vraiment qu'il y a un besoin d'actualiser leurs connaissances. Actualiser leurs connaissances tout simplement par l'évolution aussi des produits psychoactifs sur le marché, puisqu'on sait qu'on a vraiment une grande évolution de ces produits-là. Une montée en puissance. Là, je dis vraiment montée en puissance parce que c'est vraiment ressorti de ces entretiens, mais sur leur problématique avec les écrans. Aujourd'hui, on a vraiment un retour du confinement. On a des nouveaux comportements qui sont arrivés et aujourd'hui, les professionnels sont assez démunis sur ces thématiques-là. Donc je pense que l'enjeu aussi, c'est de les accompagner sur ces problématiques comportementales. Donc, voilà. Et ensuite, on leur a demandé aussi sur leur posture professionnelle. Donc, bon, moniteur d'atelier, direction, donc tous les encadrants des ESAT, savoir comment ils pouvaient accompagner les professionnels face à une problématique addictive. Et là, on a vraiment une réponse où ils se sentent pas légitimes pour aborder la question. Donc, on a essayé de les questionner un petit peu pourquoi. On a un côté de réponse où ils se cantonnent beaucoup à la sphère professionnelle, puisque c'est les ESAT. Donc c'est vraiment, voilà, ils sont cloisonnés dans le côté professionnel. Et un autre côté aussi, c'est on va dire la crainte de ne pas savoir les accompagner. Donc là, c'est vraiment la posture d'orientation, tout simplement. Ils n'ont pas de formation aussi, où ils ont eu des formations par le passé, mais qui sont, on va dire, moins actualisées. Et donc ils ne se sentent pas légitimes d'accompagner les personnes tout simplement parce que voilà, ils n'ont pas les outils et ils n'ont pas les clés aussi pour les accompagner. Donc on a eu ces deux retours-là. Ensuite la question partenariat, donc là c'était savoir quels partenaires ils avaient sur le terrain pour aborder ces thématiques-là. Alors au niveau des professionnels du soin extérieur à l'établissement, ce qu'on retrouve, donc là sans grande surprise je pense, mais il y a énormément de liens avec la psychiatrie. D'abord les hôpitaux psychiatriques et les médecins psychiatres. Donc ça on le voit, ça c'est les retours quantitatifs, on est à 82 et 67% pour le domaine de la psychiatrie, c'est ce qui vient en premier lieu. Donc là ça a une réponse directement du type de public qu'ils ont au sein des ESAT. Ensuite, donc quand même avec une représentation assez élevée, on a le milieu libéral, donc les médecins généralistes et les spécialistes. Et en dernier lieu, on voit les structures spécialisées en addictologie. Donc là, on est sur des retours qui sont faibles. Pourquoi? Donc là, on fait le rapport aussi avec la littérature scientifique. Il y a une méconnaissance des structures du domaine de l'addictologie dans le milieu des ESAT. Et donc là, ça se voit par ces chiffres aussi. Au niveau de ces liens, ils sont très peu formalisés sous forme de convention, que ce soit le domaine de la psychiatrie, du milieu libéral ou de l'addictologie. Ce qui veut dire que c'est vraiment, on va dire, au niveau relationnel, donc au niveau du passé historique, s'ils ont eu des connaissances avec le milieu de la psychologie ou non. Et ça veut dire que si on a des mutations professionnelles, le lien ne se pérennise pas dans le temps. Ça va être des actions temporaires en fonction avec les relations interpersonnelles entre les personnes. Voilà. Ensuite, la médecine du travail. Alors, médecine du travail, donc, bon, on est obligé d'avoir du lien en ESAT avec la médecine du travail de par la loi. On a été les questionner, savoir si au niveau de la thématique des addictions, c'est quelque chose qui est abordé.
Donc on voit que dans 20% des cas, on a quand même de la collaboration, surtout sous forme d'outils. Notamment le projet personnalisé, donc ça c'est un outil qui est quand même bien utilisé par les moniteurs d'atelier et en outil général pour accompagner les travailleurs. Et on voit qu'ils ont pu donc créer, dans le cadre du projet personnalisé, on va dire des volets médicaux qui permettent de laisser place aussi au questionnement autour des addictions. Et aussi également des fiches donc de constats qui ont été réalisées avec la médecine du travail en collaboration. Mais bon, 20% c'est quand même assez faible, et les 20% c'est vraiment sur la thématique santé. Donc la thématique addiction n'est pas pointée du doigt, c'est vraiment de santé générale. Quand on voit les liens en fait en médecine du travail, c'est vraiment en individuel. En fait, à partir du moment où il y a un constat, une problématique avec un comportement addictif ou une consommation de produits, ça va être de l'orientation vers l'individuel. On ne va pas avoir de démarche collective, sachant que la médecine du travail peut intervenir dans ce cadre-là aussi. Donc là, on est aussi sur une méconnaissance des missions aussi. Ensuite, l'hébergement. Le milieu de l'addiction ne s'arrête pas à la sphère privée. On a aussi un décloisonnement entre la sphère privée et la sphère professionnelle. Et donc, on a été les questionner un petit peu, savoir s'ils avaient des liens avec les foyers, avec les milieux de vie. Donc, foyer, mais aussi appartement individuel. Et là, on se rend compte qu'il y a très très peu de lien qui est fait. Au niveau de la petite bulle, là, on a un témoignage où là, ils ont du lien, mais pourquoi? Parce qu'ils sont issus de la même association. Donc, ça veut dire que le foyer et les AT ont la même association. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont partager les mêmes valeurs. Mais quand on va creuser un petit peu, c'est que derrière, ils n'ont pas les mêmes pratiques professionnelles. Et c'est ce qui va venir limiter, en fait, ce décloisonnement entre ces deux milieux-là. Donc, l'idée aussi sur le lien entre le foyer et les AT, c'est que ça va venir permettre aussi de faire des passerelles et d'accompagner au mieux la personne. Parce que si on veut l'accompagner au niveau de ses problématiques addictives, bon, là on a beaucoup de professionnels du milieu de l'addiction, mais on sait qu'il faut arriver de plus en plus à décloisonner, et pour ça il faut formaliser les choses. Donc c'est vrai que de par des outils, de par la mise en place aussi d'accompagnement, d'accompagnement entre le milieu de la dictologie et des personnes qui travaillent en ESAT, ça permettra aussi de décloisonner ces deux sphères. Et donc, des moyens de décloisonner, là, pour faire le lien avec ces partenariats, décloisonner ces sphères, on a été les questionner au niveau des outils de la loi 2002. Alors, au niveau de ces outils de la loi 2002, c'est des outils qui, donc depuis 2002, c'est des outils, donc ils sont au nombre de 7, et c'est pour accompagner les structures, les établissements sociaux et médico-sociaux dans l'accompagnement de leur public. Et donc, on en a plusieurs. Donc, on a été les questionner. Donc là, on va dire, je vais plutôt parler des entretiens qualitatifs. C'était de voir, de les interroger s'ils intégraient la notion des conduites addictives dans ces outils-là. Au niveau du projet d'établissement et du projet associatif, là c'est intéressant, on voit que l'axe de la promotion de la santé est mentionné. Donc on a des axes qui sont travaillés de plus en plus, donc c'est vrai que cette loi-là, ça a permis réellement de permettre aux personnes d'accompagner en promotion de la santé. Mais quand on va les questionner sur la notion des conduites addictives, on voit dans le projet d'établissement que c'est quand même assez faible. Là, on est autour de 12%. Donc là, le 12%, on l'a de par les entretiens quanti. Mais quand on va les questionner dans le qualitatif, on voit qu'en fait, la notion des addictions, on la retrouve dans certains éléments, mais le projet d'établissement, c'est rare. C'est vraiment des personnes qui ont déjà, avant la loi 2002, été dans une dynamique de promotion de la santé, où là, on retrouve un petit peu dans le projet d'établissement ces notions-là, mais c'est vrai que c'est peu travaillé et c'est peu saisi. Alors, le règlement de fonctionnement, lui, il est intéressant, puisqu'on voit réellement qu'au niveau des professionnels, notamment les moniteurs d'atelier, c'est vraiment un outil qui est bien utilisé pour travailler sur toute la sécurité avec les travailleurs. Donc celui-ci est vraiment bien approprié, notamment aussi au niveau de la méthode Falk. Donc c'est facile à lire et à comprendre. On voit qu'ils ont vraiment facilité la compréhension de cet outil-là, puisque ça repose un petit peu sur les règles qu'ils vont avoir dans le cadre du travail. Et c'est là aussi où on trouve les notions des conduites addictives. Donc là, pour vraiment la grande majorité, même
enfin, tous les règlements de fonctionnement, on a la notion des conduites addictives. Par contre, on est sur un cadre prohibitif. On est sur l'interdiction. Donc, on va interdire le travailleur de consommer de l'alcool, on va lui interdire de fumer, mais on a très très peu de régulation de l'usage. Donc ça c'est quelque chose, alors c'est directement en lien de toute façon avec le côté sécurité au niveau de l'emploi. On va interdire, parce que évidemment on va interdire l'alcool pour conduire des engins ou ce genre de choses, mais on ne va pas réguler l'usage, donc on ne va pas montrer les endroits où c'est autorisé. Ça c'est de par la sphère professionnelle, on va se compter vraiment au niveau du lieu du travail. Le seul moment où on voit un petit peu de régulation de l'usage, c'est le téléphone portable. Donc c'est intéressant parce que dans les entretiens qualitatifs, quand on les a questionnés un petit peu sur cet usage-là, c'est apparu vraiment à la sortie du confinement. Ils avaient beaucoup de problématiques avec l'usage du téléphone et donc très rapidement, ils ont adapté leur règlement de fonctionnement. Vu que c'est un outil qui est quand même bien approprié par les moniteurs d'atelier, rapidement, voilà, ils ont fait ces modifications-là, ce qui a permis d'avoir un cadre et de poser, voilà, aujourd'hui, le téléphone, c'est de temps à temps, on l'a dans le règlement de fonctionnement. L'idée d'aujourd'hui, je pense un petit peu, nous, notre accompagnement qu'on peut apporter dans le domaine de la dictologie, c'est comment on peut travailler ce règlement de fonctionnement pour réguler l'usage des produits et des comportements addictifs. Ensuite, on a les outils d'accompagnement des travailleurs. Donc ça, on regroupe plusieurs éléments, c'est le livret d'accueil, le contrat de séjour, le projet personnalisé. Ça, c'est des outils qui sont quand même, donc à un tiers, les ESAT, ils ont développé ces outils spécifiques à destination des travailleurs en tenant compte de la thématique des addictions. Là, on est vraiment, je vais mettre l'accent sur le projet personnalisé parce que c'est là, le projet personnalisé, c'est un peu l'élément déclencheur qui va permettre d'accompagner la personne au niveau du soin. Donc on voit que ce projet personnalisé, on a régulièrement un onglet médical et donc c'est là où vraiment la personne va transmettre ses besoins d'accompagnement, ses envies d'accompagnement et on voit que ça peut parfois émerger. Donc, systématiquement, on est sur de l'orientation au niveau du soin individuel. Donc là, le lien se fait soit avec la médecine du travail, le médecin généraliste ou les structures en addictologie quand il y a du contact et qu'il y a une connaissance aussi des structures. On voit que c'est énormément l'individuel. Donc c'est face à un constat. C'est que là, on a déjà une problématique qui s'est installée et donc on va réagir face à ça. Parfois, donc ça c'est grâce aussi aux politiques publiques, on est de plus en plus dans la prévention, on essaye d'intégrer ça. Donc ça peut être aussi l'émergence de demandes au niveau du collectif. Donc un exemple, il se rend compte que dans le projet personnalisé, il y a énormément de fumeurs. Donc là, on va pouvoir se dire, ça serait peut-être intéressant de faire du collectif. Et donc c'est vraiment ce projet personnalisé où on voit que la notion des conduites addictives ressort. Et donc là, l'idée, c'est d'essayer d'élargir un petit peu plus en dehors du projet personnalisé pour pouvoir avoir une démarche de prévention globale. Et on a aussi été questionné sur le conseil de la vie sociale. Donc ça, le conseil de la vie sociale, on voit que parfois les thématiques de la dictologie sont abordées, mais ce CDS, ça va vraiment aussi permettre là aux travailleurs de s'exprimer sur leurs besoins. Et on voit que les besoins premiers, ça ne va pas être la dictologie. Ça ne va pas être, on fume beaucoup, donc on a envie d'intervenir là-dessus. Non. Donc l'idée, c'est que là, on va dire que nous, notre levier, ça va peut-être être moins ce levier-là, en tout cas pour intervenir dans le domaine de la dictologie, puisque eux, ça va être surtout la qualité de vie au travail. Donc ils vont demander des lieux de pause plus plaisants, ils vont demander l'amélioration de l'alimentation. Enfin, on est sur les plaisirs aussi primaires. Donc là, c'est vraiment le lieu pour eux de s'exprimer sur leurs envies. Donc c'est pas là où on va venir intégrer les conduites. Enfin, là, c'est mon avis personnel qui parle aussi, mais ça va être pas la stratégie la plus intéressante en tout cas pour parler de cette thématique-là. Au niveau de la littérature, parce que donc là au niveau des enquêtes, ça nous a permis de délimiter certains besoins, certains points. On a fait le lien avec la note de cadrage de la HAS. Cette note de cadrage, elle permet de parler des établissements et services médico-sociaux. On a cette petite notion des ESAT. Donc ça c'est intéressant parce que nous, en tout cas moi quand je suis arrivée sur ce projet-là, on a essayé de chercher s'il y avait déjà des données sur les ESAT et les addictions.
en fait, il y en a très peu. Si vous en avez, moi je suis ouverte pour en connaître, mais c'est vrai que voilà, on a un petit peu, on était en manque de données, mais cette note de cadrage, ça a permis vraiment de faire le lien avec l'état des lieux qu'on a fait en Occitanie sur ces besoins. Donc la première, c'est une méconnaissance des structures en addictologie. Donc ça, je pense qu'on a vraiment un travail à faire, se rencontrer, échanger, parce que voilà, en fonction des expériences, ça permet d'émerger aussi énormément de points. Donc là, déjà, se faire connaître. Donc ça a été la note de cadrage, a eu cet état des lieux-là aussi, méconnaissance des structures. J'en ai parlé, l'orientation individuelle, elle se fait. Le curatif, on intervient face à un constat, face à une problématique addictive. La démarche de prévention, par contre, n'est quasiment pas abordée. Donc on est vraiment sur action-réaction, on a un constat, on a une problématique, on va intervenir. La démarche de prévention, là, c'est aussi à nous de se faire connaître, d'accompagner, parce que c'est aussi donner les outils pour pouvoir avoir une démarche de prévention. Au niveau du règlement de fonctionnement, ils ont aussi cet état des lieux qui est souvent prohibitif, on a moins de régulation de l'usage. Un besoin de formation des professionnels pour actualiser les connaissances en addictologie. Et puis le dernier, donc peu de partenariats. Non, ce jeu des jeux. Les enjeux d'aujourd'hui. Donc de par cet état des lieux, de par ce qui existe aussi au national, on est, je pense, sur le côté, le premier, c'est renforcer le partenariat, pouvoir partager nos expériences, nos connaissances entre le milieu donc, du handicap et le milieu de l'addictologie. Formation des professionnels, là il y a un enjeu aussi, travailler sur les représentations de chacun. Même nous, dans le domaine de l'addicto, on a tous des représentations. Travailler ces représentations, c'est vraiment la base, avoir un discours commun, puisqu'on sait que par la suite, ça permet d'accompagner au mieux les personnes. Accompagnement aussi sur les outils, puisque la loi 2002, c'est permettre aussi aux professionnels des ESAT de faire de la promotion de la santé, mais pour ça, eux, ils ne sont pas experts dans le domaine de l'addictologie. Donc là, c'est aussi les accompagner dans ces outils-là pour pouvoir pérenniser les actions et aussi avoir une démarche de promotion de la santé. Et oui, l'accompagnement sur les nouveaux produits addictifs. Donc là, c'est vraiment la montée en puissance des écrans. Donc là, bon, on ne parle pas encore d'addiction et écran, c'est pas encore dans le DM5, mais ça l'est. On est sur les jeux vidéo. Aujourd'hui, on a les jeux vidéo qui sont identifiés, mais on a vraiment des problématiques d'usage dessus, et ça, c'est directement en répercussion avec ces nouveaux comportements. Et ça, il faut pouvoir donner les clés aussi pour accompagner sur ces nouveaux enjeux. Et demain, donc là, on demande de plus en plus aux ESAT de décloisonner la sphère professionnelle de la sphère privée. Donc là, c'est aussi comment on peut aussi faire ces passerelles entre le milieu de vie professionnel et le milieu de vie au niveau des foyers ou des appartements individuels. Donc ça peut passer par exemple, je sais que le CREI ORS travaille beaucoup dessus sur ces outils pour faire justement ces passerelles entre les deux. Donc ça, c'est des éléments qui peuvent passer par exemple par le projet d'établissement. Et puis l'identification des référents santé. Donc bon, il y a aussi une question de moyens. On voyait au niveau du domaine médical et paramédical, il y a aussi peu de temps de travail, mais on sait que si on va venir aussi augmenter ces temps, ça permettra d'accompagner au quotidien aussi les personnes et donc améliorer leur santé. Et le dernier, là aujourd'hui on est aussi dans un enjeu, donc ça c'est un ESAT qu'on a rencontré, qui nous a permis vraiment d'avoir cet enjeu de demain, c'est qu'aujourd'hui on est beaucoup dans l'intégration des travailleurs ESAT, de les autonomiser, pour pouvoir les intégrer de plus en plus. On n'est plus pour les cacher, on les cache plus maintenant dans les campagnes, on veut les intégrer dans le milieu ordinaire. Mais aujourd'hui, c'est si on les intègre dans le milieu ordinaire, comment on fait face aux addictions? Ils vont avoir un nouvel environnement, ils vont avoir d'autres produits, d'autres connaissances, et donc ça, il faut vraiment qu'on intervienne avant pour leur donner les moyens professionnels de les accompagner pour plus tard, puisqu'il faut aussi s'adapter à l'environnement du milieu ordinaire. Donc voilà, et j'ai mis et bien d'autres parce qu'on a mis le point sur certains éléments, mais je suis persuadée que vous en avez plein d'autres. Et juste après un commentaire, avant de laisser la parole, quand on voit l'état des lieux quand même, franchement, au moment où vous faites vos questionnaires qualitatifs, le fait d'être dans le milieu du handicap intervient à quel moment? Parce qu'on retrouve des problématiques qui sont très proches, par exemple, du milieu de l'insertion. On a été sollicité par les gens...
on peut dire qu'il y a un handicap social, par exemple dans l'insertion qui fait flamber peut-être un peu les consommations. Qu'en est-il du fait que ce soit une population en situation de handicap? Ça ressort à quel moment, à travers les professionnels? Est-ce que vous l'avez senti, ça? C'est pas un piège, hein, mais franchement, ça interroge, quoi. Il y aurait des gens de l'insertion, et je pense qu'ils auraient répondu exactement les mêmes choses. Le gène au travail, le gène à la conduite, l'image que donne notre association vers le public, c'est fort intéressant, mais le handicap intervient quand? C'est possible que les structures de l'insertion aient répondu pas mal de choses similaires, puisqu'on était quand même sur aussi le milieu du travail. Donc il y a ce côté en fait qui était spécifique aux ESAT et donc on a essayé de prendre en compte. Après c'est surtout je pense sur les outils d'accompagnement et les modalités d'accompagnement qu'on a une spécificité. Voilà, le projet personnalisé par exemple qui va permettre l'accompagnement, le fait de libérer les travailleurs sur des temps pour des entretiens avec des professionnels de santé par exemple, qui vont être spécifiques au domaine de l'ESAT par rapport à un milieu du travail classique. Peut-être un élément de réponse à votre question, c'est que les SIAE, les structures d'insertion par l'activité économique, ne sont pas régies sous le code de l'action sociale et familiale en général. Donc, d'après moi, une différence notamment, c'est qu'il n'y a pas de femmes, il n'y a pas de masse dans le champ qu'on appelle de la SIL. Et on va dire, si on prend une chaîne, vous avez tout ce qui est le parcours d'insertion d'une personne, et je dirais entre le chantier d'insertion, l'association intermédiaire, et après l'entreprise d'insertion qui est le dernier sas, même si les acteurs, ô combien s'il y en a dans la salle, je m'excuse parce que je sais qu'ils n'aiment pas ce parcours linéaire et ça se comprend, parce qu'une personne peut avoir aussi, de par son environnement, différentes trajectoires sociales et d'insertion socio-professionnelle. Mais voilà, pour moi, une des réponses, une pierre angulaire à votre question, c'est ça, c'est qu'elles ne sont pas régies. Ces structures-là ne sont pas régies. Par contre, ça peut être, si on prend une entreprise d'insertion, ça peut être une société commerciale, hein, une entreprise d'insertion, avec des gens où la DRIT, maintenant, DRIT, qui était avant la directe, finance une rémunération par poste par rapport à l'éloignement de l'emploi et le manque de productivité, avec des guillemets, parce que c'est quoi la productivité? Voilà, mais un élément de réponse à vraiment. Je vous remercie pour ces résultats de cette enquête éclairante. Je suis psychiatre, je travaille à la fois à l'hôpital et à la fois dans le service médico-social. Je rebondis sur ce que vous dites sur le décloisonnement de la sphère privée et professionnelle. Ils n'y tiennent peut-être pas forcément, aux travailleurs. Nous, on a fait l'enquête de nos établissements. Ils refusaient qu'il y ait un décloisonnement. Parce qu'ils disaient en quoi finalement le fait que je consomme de l'alcool intéresse mon employeur. C'est le monde du travail. Si le monde de l'employeur est tout correct, on fout dehors. Moi, j'ai pas du tout envie que ça se sache sur le lieu de travail. Donc, vos décloisonnements, ok, mais éthiquement, est-ce que c'est justifié? Est-ce que c'est pertinent? Ouais, c'est une super remarque. En fait, nous, on a enquêté les professionnels, donc peut-être que c'est les professionnels qui souhaitent ce décloisonnement, et c'est possible, probablement, peut-être même. Voilà, je ne dis pas que vous adressez à des gens, ils sont peut-être handicapés, mais pour moi, la problématique est exactement la même que pour toutes les autres personnes, qu'elles soient handicapées ou pas handicapées. C'est-à-dire qu'il y a quand même un respect de la vie privée, et un respect de la vie professionnelle est autre chose. Là, vous avez enquêté dans un milieu professionnel. Alors certes, certains sont dans des établissements où ils sont hébergés, ce qui est encore un autre problème, parce qu'effectivement, les législations sont un peu différentes pour l'un ou pour l'autre. En tout cas, on a essayé de questionner aussi quel était l'impact sur les actes de ces consommations. Et du coup, c'est plutôt sous cet angle-là qu'on l'a enquêté. Après, voilà, c'est une piste d'action. Peut-être qu'il n'y a pas nécessité de décloisonner pour réussir en fait à avoir moins d'impact sur les actes, finalement. C'est une piste. Excusez-moi, bonjour. La question du décloisonnement, pour rebondir, c'est aussi la question de la transmission de l'information. C'est-à-dire que ça présuppose dans une institution, quels que soient les rôles et fonctions, d'avoir un même niveau, en tout cas de formation ou d'information. Ça veut dire que du cadre au travailleur, au moniteur d'atelier, ça présuppose que tout le monde sait ce que c'est qu'une addiction.
Donc, quand on est détenteur, si on est un peu spécialiste de la question éthologie ou qu'on a connaissance d'une consommation, qu'est-ce qu'on transmet au regard de tout ce qui a été souligné sur la question réglementaire, la question de la loi. Donc, quand on est détenteur de ça, ce qu'on communique, comment on communique, c'est la question du licite, illicite, enfin voilà, ces questions-là. Et ensuite, je voulais poser la question de le décloisonnement, surtout les relations avec le milieu de l'addictologie. Longtemps, moi j'ai pensé que en fait, le secteur du handicap, c'est l'angle mort de la consommation, de l'usage. C'est-à-dire que les gens qui sont handicapés, placés dans des institutions, c'est bien, tout le monde s'en occupe. D'accord? C'est-à-dire que globalement, ils sont dans une institution, ça ne pose pas trop de problèmes, il y a des éducateurs, c'est géré, sauf dans des situations de crise, personne ne sait quoi en faire, donc on sollicite, mais ça reste quand même l'angle mort, et ce qui contribue aussi à ne pas avoir d'éclairage épidémiologique non plus sur ces questions-là. C'est-à-dire que moi, souvent, quand je présente quelqu'un qui a une problématique, on me dit « ouais, ça va, quoi. Globalement, il est chez vous, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse quoi, en fait, hein. » Et du coup, comme il y a aussi l'institution qui vient réguler les consommations, en tout cas qui vient les tasser, ou en tout cas les écréter, hein, puisqu'on a du traitement, on a des règlements qui font que ça fait pas trop le bordel, quoi, en fait. Ouais, donc, du coup, ça devient plus trop un problème, quoi. Voilà. C'est une réflexion plutôt liée à l'expérience. Merci. La question de la formation autour de la réduction de risque, je pense qu'elle est fondamentale dans cette question-là, puisque là, on demande aux personnes de ne pas consommer ou d'avoir une régulation des consommations. Si on commence à travailler en équipe sur ces notions de réduction des risques, de où est-ce que je consomme ou non, comment, je pense qu'on avance dans la réflexion et surtout de la réflexion collective si on travaille en interstructure, quoi. Bonjour, je suis toujours Camille Ponté, je travaille dans le domaine des addictions, je suis pharmacien et j'ai été interpellée par votre diapo qui représente les substances qui posent problème pour les professionnels et la place des médicaments là-dedans qui est complètement au bout du graphique. Je pense qu'il me manque un élément sur l'accès aux médicaments de manière générale au sein des ESAT. Est-ce qu'il y en a ou pas? Est-ce que j'ai une représentation des personnes polyhandicapées, polymédiquées? Mais je ne sais pas du tout si c'est vrai. Je ne sais pas si toutes sont sous traitement médicamenteux ou pas. Et voilà, j'étais surprise dans les représentations parce que l'alcool était en premier, mais peut-être aussi quand même les effets indésirables de tous ces médicaments. En tout cas, voilà, je me demande si c'est évalué et voilà, quel est votre... chez les professionnels des ESAT, je ne sais pas du tout... Enfin, pas comment bonjour, moi je suis donc psychologue sur un ESAT, et donc je trouve voilà, les retours là, qui sont faits par rapport à votre restitution, ça me donne envie de vous parler de cette spécificité de l'établissement ESAT justement, à la fois dans le champ du handicap, parce que médico-social, dans le champ du médico-social en fait, parce que finalement effectivement ESAT on s'adresse à des adultes, donc déjà c'est encore autre chose, et aussi à des gens qui travaillent. Donc c'est ce que disait un petit peu monsieur, on est sur une posture assez particulière, avec pour nous en plus une association de famille. Donc du coup il y a vraiment, je trouve qu'on est sur un paradoxe de fonctionnement qui est assez particulier, parce qu'on nous demande d'être sur cette démarche globale, d'accompagnement global de la personne, en même temps on entre par le travail, et du coup alors nous on n'a pas non plus de médecins dans l'établissement. Donc on n'a personne, on n'est pas dans la distribution des médicaments, on est censé, et ce sur quoi on s'attache un peu, c'est à veiller à ce que y ait une... Enfin, on essaie de chercher à évaluer un petit peu le rapport au traitement. Est-ce que le rapport au traitement de la personne, il est plutôt fragile ou pas? Est-ce que, voilà, on essaie d'être dans cette veille-là, mais au final, on n'a pas beaucoup d'actions sur le sujet, enfin de partenaires, on peut en faire par le médecin du travail, effectivement, qui voit, je crois que la règle c'est 2 fois par an, ou peut-être 3 ou 5, ça dépend je ne sais pas trop bien quelles sont les classifications, mais voilà, le médecin du travail. On peut avoir des liens avec des médecins généralistes éventuellement, mais alors c'est rare. Enfin, c'est rare et c'est compliqué en fait d'avoir des échanges avec des médecins généralistes. Comme vous l'indiquez, en tant que psychologue, plutôt identifié référent santé. Alors oui, santé, mais pas médicale.
Moi, je ne suis pas médecin non plus. Et du coup, c'est vrai qu'on me pose souvent les questions, médicaments, ça, moi je peux vous répondre. C'est juste aller voir, parlez-en avec le médecin. Voilà, enfin, après, on est surtout dans de l'orientation, quoi. Et des personnes elles-mêmes. Alors, les personnes aussi, leur demandent, hein, enfin, par rapport à ce que disait le monsieur ce matin aussi, on est sur la question, moi, c'est sur la question du désir. Voilà, du plaisir, du désir. Laisser les personnes s'exprimer sur leur désir. Déjà, c'est aussi parfois compliqué parce que sur, par exemple, le version intellectuellement limité, on est sur des profils de personnes qui peuvent avoir aussi, être face à leurs propres difficultés d'identifier leur désir. Et du coup, c'est vraiment c'est étonnant d'être face à ce genre de personnes quand on est en train d'aller chercher c'est quoi, qu'est-ce que vous voulez. Et après, quand on y arrive à le faire, parce que nous, justement, à Les Gardons, on a beaucoup travaillé sur le CVS. Donc c'est un CVS qui fonctionne plutôt bien avec des ouvriers qui sont impliqués, qui ont été formés et qui sont accompagnés pour exprimer. Et après, une fois qu'ils ont exprimé, qu'est-ce qu'on fait de ça, de ce qu'ils ont exprimé? Voilà. Donc, et du coup, c'est voilà, avec toutes les dimensions de respect de la personne, de l'intimité, organisation vie professionnelle, vie privée. Alors nous, on travaille avec des services d'accompagnement à la vie autonome. Voilà. Allez voir, si vous avez des problèmes personnels, allez voir eux. Mais là, on est sur le travail et en fait, c'est hyper important aussi de préserver cet espace pour les personnes et de préserver, de faire en sorte que ça se passe bien pour elles dans cet espace-là, puisqu'en fait, on n'a pas beaucoup de moyens d'agir sur les autres espaces de leur vie. Et la dernière chose que je voulais dire, ce qui me paraît assez en lien avec ce que vous disiez sur le champ de l'insertion, c'est ça, vous parlez de l'insertion, et du handicap, pour moi, c'est la question de l'isolement, la question des représentations et qui viennent anciennes de l'histoire, avec ce que disait le monsieur au démarrage aussi, sur la psychiatrie, on les met dans le Gers ou en Lozère, et voilà, et en fait, c'est cette notion-là qui me paraît un peu liante des deux champs. Voilà. Non, juste pour répondre juste sur le traitement. Pour faire écho à ce que vous dites, par contre, il peut y avoir des effets secondaires du traitement. Enfin, moi, ça fait écho vraiment votre question sur, par exemple, les neuroleptiques qui augmentent l'appétence, avec toutes les addictions au sucre qui peuvent en découler. Donc finalement, le traitement, il n'est pas si anodin que ça, je pense, quand même, au niveau des addictions. Vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Alors, donc, je suis infirmière en ESAT. Merci beaucoup. Il y avait des questions là-bas au fond. Là, on va prendre encore deux. Bonjour, Pierre-Yves Laurent. Moi, je suis sur un projet dans la santé mentale, une application mobile. Je vous pose cette question, en fait, c'est l'accompagnement des nouveaux comportements addictifs. Comment vous voyez ça? C'est-à-dire, c'est les professionnels qui doivent s'en emparer en priorité. Est-ce qu'il y a des méthodes que vous pouvez conseiller éventuellement ou qui vous paraissent, que vous avez pu expérimenter ou voir dans le cadre de votre étude? Et voilà, quel est votre retour, votre feedback là-dessus? Je sais que c'est des pistes d'action, mais est-ce que vous pouvez aller un peu plus loin, si je peux dire? Oui. On répond aux médicaments, du coup la question par rapport aux médicaments, c'est juste au niveau du... je pense que le retour était très faible parce que c'est difficile de repérer une consommation, des déviances au niveau des prescriptions médicales, au niveau des médicaments, que par contre quand on voit tabac, cannabis, écran, on repère beaucoup plus facilement. Donc c'est pour ça que c'est très faible. Mais comme en population générale, on sous-estime la consommation de médicaments et le détournement. C'est pour ça que moi, je pense qu'on a des faibles taux. Et au niveau de l'usage des écrans, c'est tout simplement qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui. Ils sont là, comment on accompagne les gens, donc les travailleurs, mais nous aussi, pour réguler l'usage, puisqu'on les a, ils sont très utiles aujourd'hui, mais c'est comment on régule l'usage tout simplement. Donc ça, effectivement, on a des outils, on a des interventions, ça passe par la prévention. Excusez-moi, donc moi je suis psychiatre dans deux ESAT. Pour vous donner une idée, à peu près la moitié prennent des psychotropes. Si vous avez des déficients mentaux, ils ne prennent pas de psychotropes. Un déficient intellectuel, un trisomique, il n'a pas forcément besoin de psychotropes. Et ma question c'était pour revenir un peu, pourquoi finalement vous avez pris l'option de travailler par l'ESAT, parce qu'il me semble que c'est un peu discutable de l'avoir abordé par là. Parce que l'ESAT, c'est un lieu de travail et vous ne connaissez pas ce qui se passe autour du travail et vous n'avez pas non plus de légitimité d'intervenir dans le cas du travail. C'est-à-dire que
Je ne sais pas, est-ce que votre employeur va venir vous dire d'aller voir un SAPA, etc. Est-ce qu'il n'a pas de légitimité à intervenir là-dedans? Par contre, ce qu'on voit, c'est effectivement ce qui se remarque, c'est-à-dire ce qu'on dit monsieur, quand ça commence à déconner. Le mec qui picole sur le lieu de travail, le mec qui regarde trop ses écrans, et là, effectivement, l'institution tire des sons d'alarme, mais elle ne peut que voir ce qui dépasse. Elle n'a aucune visibilité de ce qui se passe. Donc, est-ce que ça n'aurait pas été peut-être plus intéressant d'aborder côté CMS, c'est-à-dire les établissements, les services, notamment ceux qui vont à domicile, où là, effectivement, on voit d'autres réalités, et probablement, on voit un peu plus la partie cachée de l'iceberg. Au travail, on voit que quelques éléments émergents. Ça sera un autre projet. Effectivement, ça ne nous dérange pas de le mettre en œuvre. En tout cas, pourquoi on a choisi de se centrer sur les ESAT, c'était la continuité du projet précédent, le projet qui avait été mené entre 2013 et 2017, voilà, où il y avait déjà eu des premiers constats et où on souhaitait en fait continuer cette dynamique en choisissant l'établissement des ESAT, et aussi parce qu'on travaille déjà sur le secteur de la santé au travail et de la dictologie, et du coup on voulait l'explorer dans le cadre du handicap. Je trouve très intéressant cette remarque-là, j'allais aller dans ce sens, mais du coup j'irai dans un autre par rapport à ma position de président de PAO. Je crois que ce qu'il faut interpeller là aujourd'hui aussi, c'est la médecine du travail. Parce que si on parle de travailleurs, que font les médecins du travail? Comment sont-ils isolés parfois? Est-ce que nous allons suffisamment vers eux? Est-ce qu'eux viennent suffisamment vers nous? Sont-ils formés? Enfin bref, là je joue à Guillaume sur le Suderie, je crois que c'est là qu'il faut connaître. Que fait-on avec ça? Alors, je ne cache pas, dans les Hautes-Pyrénées, là, la SMT fait une soirée avec un film, je le racontais à mes collègues, sur le film The Drug, sur l'addiction au travail. Moi, sur le moment, voilà, l'addiction au travail, ou les addictions au travail, c'est pas la même chose. Pas la même chose. Mais au moins, ce que je crois, c'est que chez eux, et on va se rencontrer d'ailleurs, chez eux, c'est aussi quelque part le fait qu'ils sont un peu démunis, ils se les beaucoup. Et s'ils étaient moins démunis, ils seraient plus dans une aide auprès des travailleurs des actes, et de par là, peut-être trouver les outils.